Un biberon pour Carlos Alcaraz, c'est quoi ce titre? C'est quoi cette miniature? Je n'assume mais absolument pas, vous pouvez pas imaginer à quel point je n'assume pas cette combinaison. On va parler aujourd'hui de l'entrée en lice de Carlos Alcaraz à Madrid qui s'est imposé il y a 1 heure maintenant face à Mimile Rusovori et on a pas mal de choses à dire en fait sur cette rencontre. Ça m'a inspiré, alors d'abord un coup de gueule par rapport au coaching, mais aussi une tactique anti-Alcaraz qu'on pourrait presque renommer la tactique Sinner. Vous allez le voir, je vais vous détailler ça d'ici quelques instants. Madrid, voilà, c'est la première vidéo sur la série qu'on va donner sur ce tournoi. Des conditions toujours très particulières à Madrid, surtout la Cara Marica, le central, avec des conditions quasiment indoor, quelque part, avec cette grosse protection, ce toit, et l'altitude qui fait que les balles sont voltigeuses. Elles ont tendance à bouger dans l'air, on l'a vu depuis le début du tournoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire dans cette introduction légendaire? Abonnez-vous, claquez un pouce, et on attaque immédiatement, on n'a pas de temps à perdre. Vous l'avez certainement suivi depuis quelques mois maintenant, il y a eu une gigantesque enflammade sur Carlos Alcaraz, très souvent à juste titre, mais parfois on peut avoir tendance à se laisser emporter dans la description dithyrambique et à lui prêter un avenir doré, se dire il va perdre aucun match, etc. Non, là on a vu aujourd'hui qu'il était en difficulté sur certains schémas tactiques. Je trouve que Rusovori a été exceptionnel pendant 1 set et demi. On va avoir un jeu pivot lors duquel Carlos Alcaraz va sauver 5 balles de break, et c'est véritablement là qu'il va prendre l'ascendant sur le joueur finlandais. Mais d'abord, ce qu'il a réussi à réaliser, je trouve, d'une manière exceptionnelle, c'est qu'il a frappé fort, tempo, pas de coup d'attente, on joue long, profond, rectiligne. Une stratégie typique de Jannik Sinner. Sur les retours de service, il était là pour envoyer des missiles, des scuds. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé une stratégie sans relâche. On y va, encore et encore, on frappe, on agresse. Il est rentré dans le cerveau de Carlos Alcaraz, qui était en connexion totale avec son clan, on va en parler d'ici quelques instants, mais c'est vraiment la stratégie qui dérange Carlitos. On avance un peu, on est au début du 2e set, mais sur la fin du 1er set, on a vu des choses assez étonnantes, des deuxièmes balles frappées très très fort, limite à vouloir faire des doubles fautes, un comportement presque de gamin, j'ai trouvé sur le début de la rencontre, à regarder son équipe, à se chercher des excuses, des justifications. Ici, il est complètement vers l'arrière. Forcément, le 1-2 va se décaler sur le couloir. On l'a vu également jeter sa raquette parce qu'il y a eu un échange de raquettes avec Juan Carlos Ferrero. Il était particulièrement tendu, mais ça, on l'avait vu également à Barcelone, hein, c'est pas la première fois. Nouvelle petite réaction d'Alcaraz quand les choses se passent pas forcément très très bien. C'est un joueur qui est solaire, c'est un joueur merveilleux quand les choses se passent bien. Mais quand il est acculé, quand il est en difficulté, on peut avoir des petits démons comme ça ressurgir. L'autre schéma tactique, c'est ça. Attention, Carlos Alcaraz, sur terre battue précisément, quand il est en défense, appui ouvert, glissade sur le revers, il n'a pas la longe suffisante, on le sait, hein, il fait 1m81, Carlos Alcaraz. Ici, forcément, les bras tendus, ça va être un petit peu court pour ramener la balle. Sur dur, il est un petit peu meilleur, je trouve, dans ce secteur, parce qu'il arrive davantage à bloquer les appuis et à repartir. Et ça fait presque dire que... Est-ce que c'est un meilleur joueur sur dur, sur terre battue? On n'est pas encore exactement sûr, on attend de voir un peu le développement de sa carrière et ses premières années sur le circuit. Mais ça, c'est clairement une faiblesse. Ça avait déjà été identifié par Ramos Vinolas à Roland-Garros. Je vous redonne souvent cet exemple, hein, parce que le joueur espagnol, le vétéran espagnol, le rat de terre battue, avait exposé cette faiblesse quasiment pour la première fois sur le circuit. Et là, je trouve que ce qu'a montré Rusovori, c'est un manuel, un mode d'emploi pour éventuellement gêner Carlos Alcaraz, le battre si tu arrives à mettre ça bout à bout sur 2 sets, ce qui n'a pas réussi à faire le joueur finlandais. On arrive tout doucement au coup de gueule, ça va être light, en tout cas je vais essayer. Peut-être que certains d'entre vous vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, il hallucine, le coaching c'était déjà quelque chose qui se pratiquait plus ou moins. Non, là je trouve qu'on est vraiment en train de rentrer dans quelque chose de vraiment extrême, un nouveau paradigme dans le tennis. Alors, Juan Carlos Ferrero, il a dit à Carlos Alcaraz, si Rusovori te joue central, engage les échanges, pars pas à la faute immédiatement, tente pas des coups risqués sur les extérieurs. Et ça, c'est un coup qui est très bon sur terre battue, je trouve. Hein. C'est de fermer les angles. Vous jouez dans cette bande ici et vous attendez que votre adversaire fasse quelque chose avec la balle. Surtout que là, vous voyez, Carlos Alcaraz, il est à 3 mètres de la ligne de fond. Donc c'est un peu plus dur pour surprendre ton adversaire, même si Alcaraz a une puissance de feu ahurissante. Et ce qui est amusant, c'est que sur certains points, il n'a pas écouté Juan Carlos Ferrero, il est parti sur les extérieurs, il a fait des fautes. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le problème, pour moi, là, du tennis, c'est que on a totalement changé ce sport avec cette règle qui est passée en juillet 2022, vous le savez. Le coaching est autorisé sur le circuit ATP désormais.
Et moi, je trouve que c'est une erreur énormissime d'avoir autorisé ça, parce que là, on le voit à chaque point. Vraiment, chaque point, littéralement chaque point. Il va voir Juan Carlos Ferrero, il serre le point, il se fait coacher. On a eu des instructions tactiques extrêmement précises. Et c'est là que tu te dis, qu'est-ce qui se passe si t'as pas un top coach, si t'es 60e mondial, 80e mondial, que tu voyages un peu tout seul, au-delà du top 100 par exemple, que t'as juste ton physio. C'est un avantage stratégique énorme. C'est insupportable. Là, par exemple, on lui donne la raquette, le cordage, machin, la tension, tout le temps, systématique. Le tennis, c'est un sport individuel, c'est pas un sport collectif, c'est pas un sport d'équipe. C'est pas à ta team de 8 personnes de sbires, là, d'aller te dire ce qu'il faut faire sur un cours. Moi, je suis ulcéré par ça. Ça me sort du match, hein, vraiment, ça me sort du truc. Carlos Alcaraz, ça va être le premier champion de l'histoire du tennis assisté, totalement assisté, quoi. C'est... Je trouve qu'il y a une déresponsabilisation totale dans... J'allais dire d'une manière globale, quoi. Non, mais vraiment, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Ça me saoule. On perd quelque chose, là. On perd l'essence même du tennis, qui est de trouver des solutions par soi-même. Je trouve que c'est une évolution qui est très très mauvaise, et qui coupe en plus la relation joueur-public. Parce que là, le joueur, il passe son temps à regarder son papa, quoi. Son papa de substitution. Donc c'est un nouveau truc. Alors, tous les joueurs ne le font pas, mais on le voit avec Rune avec sa maman. Alcaraz, c'est too much. C'est too much. C'était ok, on accepte, on légalise un peu ce qui se passe, les dérives, etc. Mais là, moi, je trouve qu'on a modifié en profondeur l'essence même du tennis. Et c'est quelque chose, peut-être que je sais que certains d'entre vous vont se dire, ouais, c'est exagéré, machin, c'est pas si grave que ça, il reste énorme Carlos Alcaraz. Oui, peut-être. Mais... ça me fait penser par exemple au cyclisme, avec les oreillettes, avec les watts, tout est trop calculé, tout est trop... Il y a plus... On responsabilise plus en fait. Et je trouve, l'une des beautés du tennis, c'était ça justement, c'était d'aller avec son cœur, avec ses tripes, avec son mental, avec son intelligence émotionnelle, avec son adaptabilité tactique, réussir à trouver le truc, quoi. Et là c'est perdu. Alcaraz y réfléchit quasiment plus par lui-même, il est totalement assisté. Vous voyez, on est parti un petit peu dans tous les sens, je vous ai livré ma sensation brute, mais ça m'énerve parce que un éducateur, un enseignant, son objectif, c'est de rendre autonome l'élève. C'est comme un parent avec un enfant. T'es pas là à vouloir lui torcher le cul jusqu'à ses 35 ans, quoi. Il faut à un moment donné que il batte de ses propres ailes, qu'il avance. Bref. Quand même pas mal, Carlos Alcaraz. On est sur le 6e jeu de la 2e manche. On va avoir 5 balles de break sauvées d'une manière extraordinaire. Et là, c'est pas Juan Carlos Ferrero qui tenait la raquette. Magnifique service volé. Ici, par exemple, demi-volée. Sublime. Je vous ai fait une transition, là. Jean-Michel transition. Et en plus, l'ironie du sort, c'est que pendant le premier, Juan Carlos Ferrero, il dit ouais, vas-y, il faut être assez proche de la ligne sur les retours de première. Et puis Carlos Alcaraz, qu'est-ce qu'il fait? Il se recule. Du coup, il convertit 79% de ses retours en première balle, parce qu'il fait des retours plus bombés, qui lui donnent un peu de temps, en rentrant dans cette cadence infernale de ping-pong. Ça aussi, ça peut être une difficulté pour Carlitos. Donc, changement de tactique, métamorphose tactique. Et le coaching, ça peut aussi avoir un effet pervers. C'est comme on disait, tu te déresponsabilises, c'est pas toi, c'est pas de ta faute à toi, c'est de la faute de ton coach ou de ta petite copine, comme ce qui se passe avec Kyrgios quand il pourrit son clan parce que il a raté une amortie en twinner. La dernière partie du match, c'est une branlade, hein, on va passer vite, il n'y a pas forcément besoin de s'apesantir là-dessus, des qualités athlétiques faramineuses de la part de Carlitos. Ici, il va récupérer une balle, tu sais pas comment ni pourquoi, Ruusuvuori tout en panique et qui va faire une petite volée là, et qui va se faire cueillir sur un lob par ailleurs. Donc il a vraiment repris son ascendant, son aise sur la deuxième partie de la rencontre, mais petite alerte néanmoins, nonobstant, et des failles exposées d'une manière remarquable par Ruusuvuori. Et à revoir ça sur la suite de la saison sur terre battue, si un joueur arrive à pratiquer ce tennis sur la durée. Du coup, le coaching va-t-il tuer le tennis? Ça me tenait à cœur, vous l'avez vu, de parler de ce sujet. C'était pas simplement parce que j'avais envie de parler de Carlos Alcaraz. Certes, c'est lui le plus visible. En plus, c'est un top player numéro 2 mondial actuellement. Certainement l'un des joueurs dominants des années 2020, peut-être le joueur dominant. Et ça m'attriste de voir cette évolution. Je voulais vous partager ces petites sensations avec vous. J'ai aussi beaucoup envie d'interagir avec vous sous cette vidéo, voir votre avis, votre opinion. Peut-être que certains d'entre vous ne voient pas de mal à ce coaching. Pour moi, c'est une hérésie. On se retrouve en tout début de semaine prochaine pour la suite du tournoi de Madrid. À très bientôt, à très vite, bisous.